Raison de l'anarchie. Note sur l'anarchisme. Noam Chomsky. C'est un linguiste, philosophe, politologue et activiste américain, professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology. Raison de l'anarchie. Note sur l'anarchisme. Dans les années 1890, un écrivain français sympathisant avec l'anarchisme écrivait que l'anarchisme a des épaules larges et robustes et, comme le tissu, est capable de supporter n'importe quel fardeau, y compris celui de certains militants qui font plus de mal à la cause qu'eux-mêmes. Votre pire ennemi. Idées et pratiques qualifiées de. Il y a eu plusieurs sortes d'anarchistes, il serait vain de chercher à inscrire toutes ces tendances divergentes dans le cadre d'une idéologie ou d'une théorie générale. Et même si l'on devait extraire de l'histoire de la pensée libertaire une tradition vivante et en constante évolution, comme le fait Daniel Guérin dans l'anarchisme, il serait difficile de formuler sa doctrine comme une théorie spécifique et déterminée de la société et du changement social. L'historien anarchiste Rudolf Rocker, dont l'ouvrage propose une analyse systématique de la dérive de la pensée anarchiste vers l'anarcho-syndicalisme à la Guérin, frappe dans le mille lorsqu'il écrit. L'anarchisme n'est pas un système social fixe et hermétique, mais une tendance manifeste dans l'évolution historique de l'humanité, qui, contrairement à la tutelle intellectuelle exercée par les institutions ecclésiastiques ou gouvernementales, aspire au développement libre et rapide de toutes les forces individuelles et sociales de l'humanité. Homme. Même la liberté n'est pas un concept absolu, elle n'est que relative, puisqu'elle tend à s'étendre sans cesse et à atteindre des étendues toujours plus larges par les voies les plus diverses. Pour l'anarchiste, la liberté n'est pas un concept philosophique abstrait, mais la possibilité concrète et fondamentale qu'a chaque être humain de développer pleinement les facultés, capacités et talents que la nature lui accorde et de les mettre au service de la société. Moins le contrôle ecclésiastique ou politique interfère avec ce développement naturel de l'homme, plus la personnalité humaine deviendra efficace et harmonieuse, et mieux elle montrera la culture intellectuelle de la société qui l'a engendrée. On pourrait se demander quel intérêt peut avoir l'étude d'une tendance manifeste de l'évolution historique de l'humanité, dans laquelle aucune théorie sociale concrète et détaillée ne trouve son expression. En effet, de nombreux commentateurs rejettent l'anarchisme comme un idéal utopique, sans forme, primitif et, en tout cas, incompatible avec les réalités d'une société complexe. Cependant, rien ne nous empêche d'adopter une perspective très différente et d'affirmer qu'à chaque étape de l'histoire, notre objectif devrait être d'éradiquer ces formes d'autorité et d'oppression originelles qui, bien qu'elles aient pu être justifiées à l'époque pour des raisons de sécurité, de survie ou de développement économique, exacerbent actuellement la misère matérielle et culturelle au lieu de contribuer à l'atténuer. De ce point de vue, il n'y a pas de doctrine fixe du changement social, valable pour le présent et l'avenir, ni nécessairement d'idées concrètes et inaltérables des buts vers lesquels le changement social doit tendre. Notre compréhension de la nature humaine et de la variété des formes viables de société est sûrement si rudimentaire que toute doctrine à prétentions universelles doit être considérée avec le plus grand scepticisme, tout comme nous devons nous méfier chaque fois que nous entendons dire que la nature humaine ou les impératifs d'efficacité, ou la complexité de la vie moderne, exigent telle ou telle forme d'oppression ou d'autocratie. Cependant, à chaque époque spécifique, nous avons toutes les raisons de développer, dans la mesure où notre compréhension le permet, une réalisation spécifique de cette tendance manifeste de l'évolution historique de l'humanité qui soit en accord avec les défis du présent. Pour Rocker, le défi que nous pose notre époque est de libérer l'homme du fléau de l'exploitation économique et de l'esclavage politique et social, et la solution ne réside pas dans la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, ni dans un parlementarisme abrutissant, mais dans la reconstruction de la vie économique des peuples à partir de la base et dans l'esprit du socialisme. Mais seuls les producteurs sont qualifiés pour cela, puisqu'ils sont la seule classe sociale créatrice de valeur à partir de laquelle un nouvel avenir peut émerger. Il leur appartient de débarrasser le travail des carcans que l'exploitation économique lui a imposés, de libérer la société de tous les mécanismes et institutions du pouvoir politique, et d'ouvrir la voie à une alliance de groupes libres d'hommes et de femmes fondée sur la coopération au travail et dans une administration dans l'intérêt de la collectivité. Préparer les masses laborieuses de la ville et de la campagne à ce grand objectif et les unir dans une force militante, tel est le véritable but de l'anarcho-syndicalisme moderne, c'est précisément sa mission. En tant que socialiste, Rocker tient pour acquis que la libération authentique, définitive et complète des travailleurs n'est possible qu'à une condition, l'appropriation du capital, c'est-à-dire des matières premières et des moyens de production, y compris la terre, pour une partie du groupe de travailleurs.
En tant qu'anarcho-syndicaliste, il insiste également sur le fait que dans la période pré-révolutionnaire, les organisations ouvrières ont généré non seulement les idées, mais aussi la réalité de l'avenir, incarnant la structure de la société future, et attend, espérons-le, l'arrivée de la révolution qui abolira l'appareil d'État et expropriera les expropriateurs. Au lieu de gouvernement, nous proclamons l'administration industrielle. Les anarcho-syndicalistes sont convaincus que l'ordre économique socialiste ne peut être réalisé par des décrets ou des statuts gouvernementaux, mais en vertu de la collaboration solidaire entre les esprits et les bras des ouvriers dans chaque branche de production, c'est-à-dire en élevant la direction de toutes les usines aux ouvriers eux-mêmes, de sorte que les différents groupes, usines et branches d'industrie deviennent les membres indépendants de l'organisme économique général qui sont systématiquement chargés de la production et de la distribution de la propriété dans l'intérêt de la communauté, par des accords librement adoptés. Ceci a été écrit par Rocker peu de temps après que ces idées eurent été spectaculairement mises en pratique lors de la Révolution espagnole. Juste avant que cette révolution n'éclate, l'économiste anarcho-syndicaliste Diego Abad de Santillán avait écrit: face au problème de la transformation sociale, la révolution ne peut pas utiliser l'État comme moyen, mais doit s'appuyer sur l'organisation des producteurs. Nous nous sommes basés sur ce principe et nous ne voyons pas qu'il faut un pouvoir supérieur à celui des syndicats pour établir un nouvel ordre de choses. Que quelqu'un nous explique quel rôle, le cas échéant, l'État peut avoir dans une organisation économique où la propriété privée a été abolie et où il n'y a pas de place pour le parasitisme et les privilèges arbitraires. La suppression de l'État demande force et vigueur, c'est la tâche de la révolution d'en finir avec l'État. L'un de deux, soit la révolution délivre la richesse sociale aux travailleurs, auquel cas ils s'organiseront en vue d'une répartition collective et l'État n'aura plus de sens, soit la révolution ne livre pas la richesse sociale aux producteurs, auquel cas la révolution aura été une fraude et l'État continuera d'exister. Notre Conseil fédéral de l'économie n'est pas un pouvoir politique mais un pouvoir de régulation économique et administrative. Il reçoit ses directives d'en bas et fonctionne selon les résolutions des assemblées régionales et nationales. C'est un organisme de coordination, rien de plus. Dans une lettre de 1883, Engels n'était pas du tout d'accord. Les anarchistes bouleversant les choses. Ils affirment que la révolution prolétarienne doit commencer par renverser l'organisation politique de l'État. Mais le faire à un moment comme celui-ci reviendrait à détruire le seul corps dont dispose le prolétariat victorieux pour imposer l'autorité nouvellement conquise, tenir à distance ses adversaires capitalistes et mener à bien cette révolution économique de la société sans laquelle sa victoire se soldera inévitablement par une nouvelle défaite et un massacre d'ouvriers semblable à celui qui mit fin à la Commune de Paris. De leur côté, les anarchistes et, avec une éloquence singulière, Bakounine ont mis en garde contre les dangers d'une bureaucratie rouge, destinée à devenir le mensonge le plus ignoble et le plus méprisable que notre siècle ait concocté. L'anarcho-syndicaliste Fernand Pelloutier s'interrogeait, cet état transitoire auquel nous devons nous soumettre est-il nécessairement une prison collectiviste ? Pourquoi ne peut-il pas s'agir d'une organisation libre, limitée uniquement par les besoins de la production et de la consommation, dépourvue de toute institution politique ? Je ne prétends pas être en mesure de répondre à ces questions, mais il semble clair qu'à moins d'une réponse affirmative, les chances d'une véritable révolution démocratique mettant en pratique les idéaux humanistes de la gauche sont minces. Martin Buber a résumé le problème avec l'image suivante: personne ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un jeune arbre transformé en massue commence à produire des feuilles. C'est sur la question de la conquête ou de la destruction du pouvoir d'État que résidait le principal désaccord entre Bakounine et Marx. D'une manière ou d'une autre, le problème a été soulevé à maintes reprises tout au long du siècle qui s'est écoulé depuis. Dès lors, face à des socialistes, libertaires et autoritaires. Malgré les avertissements de Bakounine au sujet de la bureaucratie rouge, qui ont trouvé leur confirmation dans la dictature de Staline, ce serait une grave erreur d'interpréter les luttes politiques d'il y a 100 ans que de faire dépendre les revendications des mouvements sociaux contemporains de leurs origines historiques. En particulier, il est trompeur de considérer le bolchevisme comme le marxisme en pratique. Beaucoup plus juste serait une critique du bolchevisme par la gauche à la lumière des circonstances historiques de la révolution russe. Le mouvement ouvrier de la gauche anti-bolchevique s'est opposé aux léninistes parce qu'ils n'ont pas suffisamment profité des soulèvements russes à des fins strictement prolétariennes.
Les bolcheviks, prisonniers de leur entourage, ont utilisé le mouvement radical international pour répondre aux besoins spécifiquement russes, qui se sont rapidement identifiés à ceux du parti étatique bolchevique. La composante bourgeoise de la révolution russe a commencé à se manifester dans le bolchevisme lui-même. Le léninisme est devenu une partie de la social-démocratie internationale, ne se distinguant de celle-ci que sur des questions stratégiques. À mon avis, s'il fallait extraire une idée directrice de la tradition anarchiste, ce serait celle qu'a énoncée Bakounine quand, parlant de la Commune de Paris, il se décrivait en ces termes. Je suis un amoureux passionné de la liberté et je crois que c'est la seule condition pour le développement et la croissance de l'intelligence, de la dignité et du bonheur de l'homme. Je ne parle pas de cette liberté purement formelle accordée, délimitée et réglementée par l'État, mensonge éternel qui, dans la pratique, se traduit toujours par les privilèges de quelques-uns grâce à l'esclavage des autres, ni à cette liberté individualiste, égoïste, mesquine et fictive, proclamée par l'école de Juan Jacobo Rousseau et d'autres écoles du libéralisme bourgeois qui considèrent que l'État, en définissant les droits de chacun, est la condition de possibilité des droits de chacun, une idée qui conduit inexorablement à la réduction à zéro des droits de chacun. Non, je veux parler de la seule sorte de liberté vraiment digne de ce nom, celle qui suppose le plein développement des facultés matérielles, intellectuelles et morales latentes chez chaque individu, la liberté qui ne connaît pas plus de restrictions que celles déterminées par les lois de notre nature, des restrictions qui ne peuvent être considérées comme telles à juste titre, puisque les lois dont elles découlent ne nous ont été imposées par aucun législateur extérieur, ni au-dessus de nous. Mais nous sont immanentes et inhérentes, et constituent la base même de notre matériel, être intellectuel et moral. Ces restrictions ne limitent pas notre liberté, ce sont plutôt ses conditions réelles et immédiates. Ces idées émergent des Lumières, elles trouvent leurs racines dans le discours de Rousseau sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, dans les limites de l'action de l'État, de Humboldt, dans l'insistance de Kant, en défendant la Révolution française, où la liberté est la condition préalable qui permet d'acquérir la maturité nécessaire pour être libre et non le prix qui est décerné après avoir atteint la dite maturité. Après la montée du capitalisme industriel, un système d'injustice nouveau et inattendu, le socialisme libertaire est celui qui a préservé et diffusé le message humaniste radical des Lumières et les idéaux libéraux classiques, plus tard pervertis pour soutenir une idéologie qui soutient l'ordre social émerge. En fait, les mêmes postulats qui ont conduit le libéralisme classique à s'opposer à l'intervention de l'État dans la vie sociale sont ceux qui leur rendent également intolérables les rapports sociaux capitalistes. Il est évident, par exemple, dans The Limits of State Action de Humboldt, qu'il a anticipé et peut-être inspiré Mill, et sur lequel nous reviendrons plus tard. Cet ouvrage classique de la pensée libérale, achevé en 1792, est dans son essence même, bien que prématurément, profondément anticapitaliste. Les idées qu'il expose doivent être élaguées au-delà de toute reconnaissance afin de les transformer en une idéologie du capitalisme industriel. La vision de Humboldt d'une société dans laquelle les liens sociaux sont remplacés par des liens sociaux et où le travail est fait de son plein gré, rappelle le premier Marx et ses réflexions sur l'aliénation du travail lorsqu'il est quelque chose d'étranger au travailleur et ne fait pas partie de sa nature, quand il ne conduit pas à son épanouissement personnel mais plutôt au reniement de lui-même. À leur épuisement physique et à leur dégradation mentale, le travail aliénant qui relègue certains ouvriers à des tâches barbares et transforme d'autres en machines, privant ainsi l'homme d'une caractéristique connaturelle de son espèce, activité consciente et libre, et la vie productive. De même, Marx conçoit un nouveau type d'être humain qui a besoin de son prochain. L'association ouvrière devient ainsi la véritable impulsion constructive pour créer le tissu social des relations humaines futures. Il est vrai que la pensée libertaire classique, basée sur des prémices de grande portée sur le besoin humain de liberté, de diversité et d'association libre, s'oppose à l'intervention de l'État dans la vie sociale. Mais selon les mêmes prémices, les rapports de production, de salariat et de compétitivité du capitalisme, ainsi que son idéologie de l'individualisme possessif, doivent être jugés profondément contraires à l'être humain. Le socialisme libertaire peut à juste titre être considéré comme le véritable héritier des idéaux libéraux des Lumières. Rudolf Rocker décrit l'anarchisme moderne comme la confluence des deux grands courants qui, depuis la Révolution française, ont acquis leur expression caractéristique dans la vie intellectuelle de l'Europe, le socialisme et le libéralisme, et soutient que les idéaux libéraux classiques se sont échoués en Europe. Des formes économiques capitalistes.
L'anarchisme est nécessairement anticapitaliste, car il s'oppose à l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais il rejette aussi la domination de l'homme sur l'homme. Rocker insiste sur le fait que le socialisme sera libre ou ne le sera pas du tout. C'est dans la reconnaissance de ce fait que réside la justification profonde et authentique de l'existence de l'anarchisme. De ce point de vue, l'anarchisme pourrait être considéré comme l'aile libertaire du socialisme. C'est dans cette approche que Daniel Guérin étudie l'anarchisme dans l'anarchisme et d'autres ouvrages. Guérin cite Adolf Fischer, qui a déclaré que chaque anarchiste est un socialiste, mais chaque socialiste n'est pas nécessairement un anarchiste. De même, Bakounine, dans son « Manifeste anarchiste » de 1865, jetant les bases de son projet de fraternité révolutionnaire internationale, pose le principe que ses membres doivent avant tout être socialistes. Un socialiste conséquent doit opposer la propriété privée des moyens de production et l'esclavage salarié qui l'accompagne, comme incompatible avec le principe selon lequel le travail doit être librement entrepris et rester sous le contrôle du travailleur. Comme l'a dit Marx, les socialistes aspirent à créer une société dans laquelle le travail n'est pas seulement un moyen de vivre, mais la première nécessité vitale, un but inaccessible lorsque le travailleur se soumet à l'autorité d'autrui ou a besoin de quelque chose de plus que sa propre impulsion. Bien qu'une certaine forme de travail salarié, un travail peut être moins odieux qu'un autre, aucun ne peut supprimer la misère du travail salarié lui-même. Un anarchiste conséquent doit s'opposer non seulement au travail aliénant mais aussi à la spécialisation abrutissante du travail qui se produit lorsque les moyens de production. Il mutile l'ouvrier, en font un homme fragmentaire, il l'abaisse à la catégorie de simple appendice de la machine, ils font de son travail un supplice qui le dépouille de sens, ils ôtent les pouvoirs spirituels du travail dans la mesure où il intègre la science en tant que pouvoir indépendant. Marx n'y voyait pas un phénomène inévitable d'industrialisation, mais plutôt un trait distinctif des rapports de production capitalistes. La société de demain doit veiller à remplacer l'actuel travailleur spécialisé, réduit à de simples fragments d'êtres humains, par l'individu pleinement épanoui, apte aux tâches les plus diverses, à qui les diverses fonctions sociales ne sont que autant de manières de donner libre cours à ses facultés naturelles. Une condition préalable à cela est l'abolition du capital et du travail salarié en tant que catégorie sociale, sans parler des armées industrielles des États ouvriers, ou des nombreuses formes modernes de totalitarisme ou de capitalisme d'État. En principe, cette dégradation de l'homme à un simple appendice de la machine, à un outil de production spécialisé, pourrait être surmontée, au lieu d'être aggravée, par le développement et l'utilisation adéquate de la technologie, mais c'est quelque chose qui ne peut être réalisé dans les conditions de production autocratiques de ceux qui font de l'homme un instrument au service de leurs fins particulières, dédaignant leur but en tant qu'individu, pour reprendre l'expression de Rambolt. Même au sein du capitalisme, les anarcho-syndicalistes aspiraient à créer des associations libres de travailleurs libres qui s'engageraient dans la lutte militante et se prépareraient à prendre en charge l'organisation de la production de manière démocratique. Ces associations devaient agir comme des écoles pratiques de l'anarchisme. Si la propriété privée des moyens de production n'est, selon la formule célèbre de Proudhon, qu'une autre forme de vol et d'exploitation du faible par le fort, le contrôle de la production par une bureaucratie d'État, par des bienveillants quelles que soient leurs intentions, elle ne contribue pas non plus à créer les conditions dans lesquelles le travail manuel ou intellectuel peut devenir première nécessité vitale. Par conséquent, les deux systèmes doivent être surmontés. En s'attaquant à la propriété ou au contrôle bureaucratique des moyens de production, l'anarchiste s'aligne sur ceux qui luttent pour établir la troisième et dernière phase émancipatrice de l'histoire. Si le premier transformait les esclaves en serfs et le second en faisait des salariés, le troisième abolirait le prolétariat dans un acte définitif de libération qui remettrait le contrôle de l'économie entre les mains d'associations libres et volontaires de producteurs. Fourier, 1848. Alexis de Tocqueville avertit également en 1848 du danger imminent pour la civilisation. Si le droit de propriété est à l'origine et au fondement de tant d'autres droits, il est facile à défendre, ou plutôt il n'y a pas lieu de le défendre. À cette époque, il constituait la citadelle de la société, étant le reste des droits la fortification qui l'entourait, il n'a eu à repousser aucune attaque et, dans la pratique, il n'y a eu aucune tentative sérieuse de le prendre d'assaut. Mais aujourd'hui, alors que le droit de propriété est le dernier vestige intact du monde aristocratique, la seule chose qui reste de sa citadelle, le seul privilège d'une société qui tend vers l'égalité, il en va tout autrement.
pensez seulement à ce que ressentent les classes populaires, même si elles restent silencieuses. Il est vrai qu'ils ne sont plus aussi enflammés qu'autrefois par la passion politique proprement dite, mais ne voyez-vous pas que leurs passions, s'éloignant de la politique, sont maintenant des passions sociales? Ne voyez-vous pas que, peu à peu, se répandent parmi eux des opinions et des idées qui ne cherchent pas à abolir telle loi, tel ministère ou tel gouvernement, mais à dissoudre les fondements même de la société? En 1871, les ouvriers de Paris rompent leur silence et procèdent à abolissez la propriété, base de toute civilisation. Oui, messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de classe qui fait du travail de beaucoup la richesse de quelques-uns. Il aspirait à l'expropriation des expropriateurs. Il voulait faire de la propriété individuelle une réalité en transformant les moyens de production, la terre et le capital, qui sont aujourd'hui avant tout des moyens d'assujettissement et d'exploitation du travail, en simples instruments de travail libres et associés. La Commune s'est terminée dans un bain de sang, bien sûr. La véritable nature de la civilisation, que les ouvriers de Paris avaient tenté d'abolir en s'attaquant aux fondements même de la société, revint au premier plan lorsque les troupes du gouvernement de Versailles reprirent la ville de Paris. Comme l'écrit Marx, avec autant d'amertume que de raison. La civilisation et la justice de l'ordre bourgeois se déploient dans toute leur splendeur sinistre partout où leurs esclaves et leurs proscrits osent se rebeller contre leurs seigneurs. Dans de tels moments, cette civilisation et cette justice se montrent pour ce qu'elles sont vraiment, sauvagerie éhontée et vengeance sans loi. Les exploits virulents de la soldatesque reflètent l'esprit inné de cette civilisation, dont elle est le bras vengeur et mercenaire. La bourgeoisie du monde entier, qui a assisté avec joie au massacre qui a mis fin à la bataille, frémit d'horreur devant la profanation de la brique et du mortier. Ibid, p. 74, 77. Malgré la destruction violente de la Commune, Bakounine écrit que les événements de Paris inaugurent une nouvelle ère, celle de l'émancipation définitive et complète des masses populaires et de leur véritable solidarité future, au-delà et malgré les entraves de l'État. La prochaine révolution internationale et solidaire des peuples sera la résurrection de Paris, une révolution que le monde attend toujours. Ainsi, l'anarchiste conséquent doit être un socialiste, mais d'une manière particulière. Non seulement il s'opposera au travail aliénant et spécialisé et aspirera à l'appropriation du capital par les travailleurs, mais il insistera également pour que cette appropriation se fasse directement, sans la médiation d'aucune élite agissant au nom du prolétariat. Bref, il s'opposera. L'organisation de la production par le gouvernement, qui équivaut au socialisme d'État, l'autorité des fonctionnaires de l'État sur la production et l'autorité des directeurs, des scientifiques et des directeurs dans l'usine. Le but de la classe ouvrière est de se libérer de l'exploitation. C'est un objectif qui ne peut et ne peut être atteint en remplaçant la bourgeoisie par une nouvelle classe dirigeante, elle ne peut être réalisée que par les travailleurs eux-mêmes, s'appropriant la production. La citation provient de 5 thèses sur la lutte des classes d'Anton Pannekoek, figure de proue de la gauche marxiste et l'un des principaux théoriciens du mouvement des conseils. Et c'est que, dans la pratique, le marxisme radical converge avec les courants anarchistes, comme l'illustre la caractérisation suivante du socialisme révolutionnaire. Le socialiste révolutionnaire exclut que la propriété d'État puisse conduire à autre chose qu'au despotisme bureaucratique. Nous avons déjà vu pourquoi l'État ne peut exercer un contrôle démocratique sur l'industrie. La propriété et le contrôle démocratique de l'industrie n'appartiennent qu'au prolétariat, qui élira dans ses rangs des comités administratifs industriels. Le socialisme sera, par essence, un système industriel, sa structure électorale sera de nature industrielle. De cette façon, ceux qui exercent les activités communautaires et industrielles de la société seront directement représentés dans les conseils d'administration locaux et centraux, et le pouvoir des délégués émanera de ceux qui effectuent le travail et ils connaissent les besoins de la communauté. Lorsque le comité central administratif industriel se réunira, il représentera chaque secteur d'activité sociale. Ainsi, l'État capitaliste, politique ou géographique, sera remplacé par le comité administratif industriel du socialisme. Le passage d'un système à un autre constituera la révolution sociale. Tout au long de l'histoire, l'État politique a été associé au gouvernement des hommes exercé par les classes dirigeantes, la République socialiste sera le gouvernement de l'industrie, administré au nom de la communauté. La première impliquait l'assujettissement économique et politique de la majorité, la seconde apportera la liberté économique à tous et sera donc une véritable démocratie.
Cet énoncé programmatique provient de l'État, ses origines et sa fonction de William Paul, publié en 1917, peu de temps avant la parution de l'État et la Révolution de Lénine, peut-être son œuvre la plus libertaire. Paul était membre du Parti travailliste socialiste marxiste de léoniste et plus tard l'un des fondateurs du Parti communiste britannique. Sa critique du socialisme d'État présente une certaine similitude avec la doctrine libertaire des anarchistes, toutes deux partent du principe que la propriété et la gestion de l'État dégénèrent en un despotisme bureaucratique que la révolution sociale doit remplacer par l'organisation industrielle de la société sous le contrôle direct des travailleurs. De nombreuses déclarations similaires pourraient être citées. L'essentiel est que ces idées aient déjà été mises en pratique dans des actions révolutionnaires spontanées en Allemagne et en Italie après la Première Guerre mondiale ou en Espagne en 1936, et pas seulement dans les zones rurales, mais aussi dans la Barcelone industrielle. Sans doute, la forme naturelle du socialisme révolutionnaire dans une société industrielle est une sorte de communisme de conseil. Elle confirme l'intuition que la démocratie est sévèrement limitée lorsque le système industriel est contrôlé par une élite autocratique, qu'elle soit propriétaire, gestionnaire et technocrate, qu'elle soit un parti, d'avant-garde, ou une bureaucratie d'État. Dans de telles conditions de domination autoritaire, les idéaux libertaires classiques largement développés par Marx, Bakounine et tous les vrais révolutionnaires seront irréalisables, l'homme ne sera pas libre de développer pleinement son potentiel et le travailleur continuera d'être un homme fragmentaire, dégradé, un simple outil d'un processus productif dirigé d'en haut. L'expression action révolutionnaire spontanée peut être trompeuse. Les anarcho-syndicalistes, c'est le moins qu'on puisse dire, ont pris très au sérieux l'observation de Bakounine sur les organisations ouvrières qui, dans la perspective de la révolution, doivent créer, non seulement les idées, mais aussi la réalité du monde à venir. Les réalisations de la révolution populaire espagnole, en particulier, se sont construites sur le travail patient de nombreuses années d'organisation et d'éducation, sur une longue tradition d'engagement et de militantisme. Les résolutions du Congrès de Madrid, en juin 1931, et du Congrès de Saragosse, en mai 1936, préfiguraient à plus d'un titre les actes de la Révolution, ainsi que d'autres idées légèrement différentes esquissées par Abad de Santillan dans sa description précise de l'organisation socio-économique qui allait instituer la Révolution. La Révolution espagnole était relativement mûre, tant dans l'esprit des penseurs libertaires que dans la conscience populaire. Après le coup d'État de Franco, lorsque les troubles du début de 1936 ont donné lieu à la révolution sociale, le pays disposait d'organisations ouvrières dotées de la structure, de l'expérience et des connaissances nécessaires pour entreprendre la reconstruction sociale. Dans son introduction à l'anthologie des textes sur la collectivisation en Espagne, l'anarchiste Augustin Souchy écrit: Pendant de nombreuses années, les anarchistes et syndicalistes espagnols ont fait de la transformation sociale leur priorité. Dans leurs assemblées syndicales et dans leurs journaux, brochures et livres, le problème de la révolution sociale était continuellement et systématiquement discuté. C'est le travail qui se cache derrière les réalisations spontanées et le travail constructif de la révolution espagnole. Les idées du socialisme libertaire, au sens décrit, sont restées enfouies dans les sociétés industrielles des 50 dernières années. Les deux idéologies dominantes ont été le socialisme d'État et le capitalisme d'État, ce dernier, aux États-Unis, de plus en plus militarisé pour des raisons évidentes. Mais depuis quelque temps, on assiste à un regain d'intérêt pour les idées anarchistes. Les thèses d'Anton Pannekow que j'ai citées sont extraites d'une brochure récente d'un groupe ouvrier radical français, Information Correspondance ouvrière. Les propos de William Paul sur le socialisme révolutionnaire sont cités dans un article de Walter Kandal présenté au Congrès national du contrôle ouvrier à Sheffield en mars 1969. Ces dernières années, le mouvement de contrôle ouvrier est devenu une force politique florissante en Angleterre, organisant de nombreux congrès, publiant un grand nombre de brochures et s'attirant le soutien des principaux syndicats du pays. Le syndicat uni de la fonderie et de l'ingénierie, par exemple, a adopté comme politique officielle le programme de nationalisation des industries de base sous contrôle ouvrier à tous les niveaux. En Europe continentale, les progrès sont comparables. Bien sûr, les événements de mai 1968 ont alimenté le intérêt pour le communisme de conseil et d'autres idées connexes en France et en Allemagne, ainsi qu'en Angleterre. Étant donné le conservatisme général d'une société aussi idéologique que la nôtre, il n'est pas surprenant que ces initiatives brillent par leur absence aux États-Unis. Mais cela aussi peut changer.
L'érosion de la mythologie de la guerre froide permet au moins de soulever ces questions dans des cercles assez larges. Si nous parvenons à contenir la vague de répression actuelle et que la gauche parvient à surmonter ses pulsions suicidaires pour construire sur les bases posées au cours de la dernière décennie, l'organisation d'une société industrielle selon des principes véritablement démocratiques, soumettant le travail et la communauté à un contrôle également démocratique, deviendra le principal sujet de réflexion de toute personne sensible aux problèmes de la société contemporaine. Et à mesure qu'un mouvement de masse en faveur du socialisme libertaire est généré, la réflexion cédera la place à l'action. Dans son manifeste de 1865, Bakounine prédisait qu'un élément important de la révolution sociale serait « cette fraction intelligente et vraiment noble de la jeunesse qui, bien qu'appartenant de naissance aux classes privilégiées, prendra fait et cause pour le peuple grâce à des convictions généreuses et des aspirations ardentes ». Peut-être le mouvement étudiant des années 60 peut-il être considéré comme un premier pas vers l'accomplissement de sa prophétie. Daniel Guérin s'est engagé dans ce qu'il décrit comme un « processus de réhabilitation de l'anarchisme ». Il soutient, et, à mon avis, de manière très convaincante, que les idées fructueuses de l'anarchisme ont conservé leur vitalité et, une fois révisées et passées au crible, pourraient aider la pensée socialiste contemporaine à prendre une nouvelle direction et contribuer à enrichir le marxisme. De ces doses larges et robustes de l'anarchisme, il a choisi d'examiner attentivement les idées et les actions qui pourraient être attribuées au socialisme libertaire. C'est quelque chose de naturel et d'opportun. Dans ce cadre, il accueille à la fois les grands porte-paroles de l'anarchisme et les mouvements populaires inspirés par les sentiments et les idéaux anarchistes. Guérin traite non seulement de la pensée anarchiste, mais aussi des actions populaires spontanées qui, au cours de la lutte révolutionnaire, sont ce qui, en pratique, crée les nouvelles formes sociales. Il traite également de la créativité sociale et intellectuelle. Des réalisations du passé, Guérin essaie aussi de tirer des enseignements susceptibles d'enrichir la théorie de la libération sociale. Pour ceux qui, en plus de comprendre le monde, aspirent à le changer, il n'y a pas de meilleure façon d'aborder l'étude de l'histoire de l'anarchisme. Dans l'anarchisme, Guérin soutient que l'anarchisme du XXe siècle était avant tout un mouvement doctrinal, tandis que le XXe siècle a été pour les anarchistes une période de pratique révolutionnaire. C'est une interprétation de l'anarchisme qui pointe consciemment vers l'avenir. Arthur Rosenberg a noté un jour que les révolutions populaires se caractérisent par leur aspiration à remplacer un gouvernement centralisé ou féodal basé sur la force par une sorte de système communautaire qui implique la destruction et la dissolution de l'ancienne forme de conditions. Ce système sera soit socialiste, soit une forme extrême de démocratie, la prémisse du socialisme, puisqu'il ne peut devenir une réalité que dans un monde où l'individu jouit du plus grand degré de liberté possible. C'est, ajoute-t-il, un idéal commun à Marx et aux anarchistes. Cette lutte naturelle pour la libération est contraire à la tendance actuelle à la centralisation de la vie économique et politique. Il y a un siècle, Marx écrivait que la bourgeoisie parisienne avait compris qu'il n'y avait pas d'autre alternative que la commune ou l'empire, quel que soit le nom sous lequel il pourrait ressurgir. Sur le plan économique, l'Empire les avait ruinés en dilapidant les richesses publiques, donnant lieu à d'énormes escroqueries financières, favorisant la concentration artificiellement accélérée du capital, qui conduisit à l'expropriation de nombre de ses membres. Il les avait supprimés politiquement et exaspérés moralement par ses orgies, il avait blessé leur voltairisme en confiant l'éducation de leurs enfants aux frères ignorantins astérisques et avait enflammé leur nationalisme français en les entraînant dans une guerre qui ne pouvait que compenser la ruine qu'elle avait causée, la chute de l'Empire. Le misérable Second Empire était la seule forme de gouvernement possible à une époque où la bourgeoisie avait déjà perdu le pouvoir de gouverner la nation et où la classe ouvrière ne l'avait pas encore acquis. Il ne serait pas très difficile de reformuler la phrase pour se conformer aux systèmes impériaux des années 1970. Libérer l'homme du fléau de l'exploitation économique et de l'esclavage politique et social reste la tâche fondamentale de notre temps. Et tant que ce sera le cas, les doctrines et pratiques révolutionnaires du socialisme libertaire pourront nous inspirer et nous guider. Terminé. Raison de l'anarchie. Note sur l'anarchisme. Noam Chomsky.